Bonjour à tous, donc je vous propose qu'on commence notre webinaire. Vous êtes 35 connectés, merci beaucoup d'être avec nous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Vec, je suis directrice de la FNADEPA. Merci donc à tous les adhérents qui se sont connectés. L'objectif de la FNADEPA, c'est de proposer donc avec le service civique solidarité senior un temps de webinaire assez court et le plus objectif possible pour vous donner tous les éléments permettant d'accueillir, si vous le souhaitez, un service civique pour répondre à vos questions. On a prévu un programme assez rapide pour ne pas trop prendre de votre temps. Je vais passer dans quelques instants la parole à Mathieu Lassablière, qui est directeur adjoint du service civique Solidarité Senior, qui va vous présenter le dispositif. Et puis après, on aura un retour d'expérience concret avec Gwendoline Coulet, qui est adhérente de la FNADEPA, directrice d'une résidence autonomie. On a voulu un peu changer les EHPAD qu'on voit souvent et qui accueille des services civiques depuis un petit moment maintenant, parce que je crois qu'elle en est à la 4e édition. Ah, il y a de l'écho. Si vous pouvez couper vos micros, ce serait super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être connectés. On gardera évidemment un temps de réponse à toutes les questions que vous vous posez. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole d'abord à Mathieu, puis à Gwendoline, et ensuite on prendra l'ensemble des questions. Je ne suis pas plus longue pour cette petite introduction. Mathieu, c'est à vous. Bonjour à tous et toutes et merci à Annabelle encore pour l'organisation de cette rencontre. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma collègue Cécile Piguel, qui est chargée des partenariats au sein de la nationale pour le déploiement du service civique Solidarité Senior, dont je suis le directeur adjoint. Je vais partager mon écran parce qu'on a prévu une petite présentation. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Je veux bien avoir confirmation, s'il vous plaît, pour être sûr que... Ça fonctionne, c'est parfait. Très bien, je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse rapidement passer au témoignage et peut-être à autant de questions-réponses. Je ne vais pas revenir avec vous sur la problématique sociale qui est celle de l'isolement des personnes âgées. Vous la maîtrisez, je pense, bien mieux que moi. Et le rapport des petits frères des pauvres qui est sorti il n'y a pas très longtemps met encore hier cette problématique qui, malheureusement, s'aggrave. Pour faire un petit retour en arrière sur comment est né Service civique Solidarité Senior, en fait, c'est une dynamique qui est le fruit de plusieurs autres dynamiques, va-t-on dire. Une première qui a été initiée il y a plus de 10 ans maintenant par Unicité, qui est l'association pionnière du service civique en France, qui, depuis maintenant plusieurs années, met en place des programmes de service civique pour lutter contre l'isolement des seniors en lien avec son partenaire historique, qui est le groupe de protection sociale Malakoff Humanis. En parallèle, c'est un sujet également qui a intéressé beaucoup Mona Lisa, donc la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des aînés que vous connaissez peut-être et qui rassemble beaucoup d'acteurs de l'écosystème du grand âge pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, avec une entrée plutôt bénévolat, mais qui a besoin de s'articuler avec le service civique, qui est un autre dispositif d'engagement pour lutter ensemble contre l'isolement des seniors. Je vais être rapide sur comment toutes ces discussions se sont mises en place, se sont construites. En tout cas, elles ont abouti à la volonté de créer une grande mobilisation pour déployer beaucoup plus massivement le service civique au profit de la lutte contre l'isolement des personnes et que demain, on ait plus de 10 000 jeunes en France qui se mobilisent dans les EHPAD, les résidences d'autonomie, au domicile des personnes âgées ou auprès des services à domicile pour lutter contre cet isolement. Cette mobilisation, elle est soutenue financièrement et opérationnellement par le groupe de protection sociale Malakoff Humanis, mais aussi par les ministères, donc le ministère en charge de l'autonomie, donc Brigitte Bourguignon est un soutien précieux, et le secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse qui porte la politique service civique. Les 4 grands enjeux qu'on se donne à travers cette mobilisation, vous l'avez compris, c'est bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois, de rompre l'isolement des aînés, mais aussi de prévenir l'entrée en isolement, tout en faisant auprès des jeunes en service civique aussi la promotion des métiers du grand âge qui sont souvent mal connus des jeunes qui connaissent mal la diversité de ces qui ont des fois des stéréotypes, des préjugés, mais aussi de développer la solidarité intergénérationnelle. Au-delà du service civique, on a là des jeunes qui potentiellement peuvent continuer à s'engager de manière bénévole.
Donc, il est aussi de notre ressort de pouvoir créer les passerelles qui sont utiles pour que ces jeunes continuent leur engagement, voire se professionnalisent dans ce secteur. Un rapide quand même rappel sur ce qu'est rappel ou information en fonction de votre niveau d'information sur le dispositif service civique. C'est un dispositif d'État qui est un dispositif d'engagement de la jeunesse. Donc, ce n'est pas un dispositif d'insertion, c'est un dispositif d'engagement citoyen. Néanmoins, de par l'expérience qui est proposée aux jeunes, ça contribue grandement à leur insertion professionnelle. Qui est éligible à l'accueil des jeunes en service civique? Toutes les structures de type associative, publique ou privée non lucrative peuvent accueillir des jeunes en service civique. Ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap et qui ne demandent aucun prérequis de diplôme ou d'expérience, puisqu'une mission de service civique doit être par définition accessible à tout type de jeunes. La durée est de 6 à 12 mois. On est en moyenne sur des missions de 7-8 mois, avec un minimum de mobilisation de 24 heures semaine, pouvant aller jusqu'à 35 heures semaine. Les jeunes donc, sont accueillis dans des structures, ce qu'on appelle des structures d'accueil, qui désignent, elles, un tuteur ou une tutrice qui aura pour mission d'accompagner les volontaires en service civique durant toute leur période d'engagement. Ces jeunes sont indemnisés à hauteur de 580 € par mois, 473 € qui sont pris en charge par l'État, et 107 € qui sont pris en charge par la structure d'accueil elle-même. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on les prendra peut-être qu'à la fin. Je vois que sur la discussion, il y a des choses qui se passent. Je vais finir la présentation, puis on prendra les questions après, si ça vous convient. Ouais. Qu'est-ce que concrètement peuvent faire les jeunes auprès des personnes âgées? Ce qu'on retrouve très régulièrement, c'est déjà maintenant et ça passe par des visites de convivialité, soit au domicile des personnes âgées, soit dans leur chambre quand on est en établissement, pour créer du lien, les ramener vers des dynamiques collectives, soit au sein de l'établissement, soit en extérieur de l'établissement, quand c'est possible, bien évidemment. L'usage d'outils numériques, des jeux, des conversations, du partage de mémoire, des sorties culturelles, des balades. Pas mal de volontaires aussi se mobilisent auprès des équipes d'animation des structures pour être en appui et monter avec elles de nouvelles animations, de nouveaux projets qui peuvent être divers et variés. Et les jeunes ont été un appui précieux là, durant la crise, puisqu'ils sont mobilisés pour accueillir les familles dans les structures qui étaient confinées, maintenir le lien entre les personnes âgées et leurs familles, voire passer eux-mêmes des appels auprès des personnes âgées pour être sûr qu'elles avaient besoin de rien ou s'il avait besoin de quelque chose, les orienter de manière adaptée. Donc voilà, en très rapide, ce que peuvent faire des jeunes. On peut imaginer beaucoup de choses en accueillant des jeunes en service civique et bien sûr, les missions sont à imaginer, à construire par les structures d'accueil. On peut vous aider, bien évidemment, en fonction des besoins et des fonctionnements et c'est toujours bien, en tous les cas, de laisser aussi une marge de manœuvre aux volontaires qui viennent avec de la motivation, des idées, des passions, des compétences et qui eux-mêmes pourront être porteurs d'idées ou d'initiatives. Et vu que les vidéos parlent souvent mieux que les mots, je vous propose de vous diffuser une vidéo rapide qui va durer 2 minutes et qui va illustrer tout ce que je viens de vous partager. Hop. Ah, elle n'est pas là. Elle est en congé. Vous aviez une question particulière? Il y a quelqu'un qui a son micro activé. Est-ce que... Je suis la directrice, alors je suis peut-être moins qualifiée qu'elle, mais... Alors, je ne repère pas qui a son numéro, son activé et si on peut le fermer. Bon, je vais lancer la vidéo. Effectivement. J'espère que le son fonctionnera aussi. À ma connaissance. On les voit au début, on avait un peu d'appréhension. On s'est vu qu'en fait, il suffisait d'un sourire pour qu'une discussion puisse commencer, un lien commence à se nouer. Le service civique senior, c'est d'accompagner les seniors et de faire des activités avec eux, de reprendre une vie active, communiquer, le social surtout. J'apprends à prendre confiance en moi justement pour échanger avec eux. On remplace jamais vraiment ses grands-parents. Mais c'est vrai que
Oui, on s'y attache. On est là tous les jours, on les voit évoluer, on échange avec eux, ils nous parlent de leur vie. Comment? Vous avez fait des strikes? Oui. Oui. Ça leur apporte une découverte du milieu professionnel. Ça leur permet aussi de découvrir tout ce qu'est une structure sanitaire et sociale. J'aime les mots croisés. Ça, vous le je le savez. sais un peu. Et ils sont durs. Ils sont trop durs pour vous. Ah là, ces semaines, ils sont trop durs pour moi. Ils doivent être super durs. Alors, si c'est trop dur pour aïe. vous, alors j'imagine pas pour nous. Hein. Mais c'est plus un ensemble de bons souvenirs, de bons moments qu'on passe. C'est un peu étrange, on se rapproche vachement en fait de personnes qui étaient complètement des inconnus. Parfois on vient très amicaux, on a envie que la personne aille mieux et donc la voir aller mieux, ça nous fait nous sentir vraiment très bien. On s'est bien parlé de mon bouquin ou d'un programme de télé, tout ça. Comme j'apprends beaucoup d'eux, aussi j'apprends quelque chose. Je les adore. De passer me voir quand même tous les jours pour me dire est-ce que tu as besoin de quelque chose. On apporte de la joie, de la bonne humeur. Et on rigole bien aussi. Des moments forts, on en a un peu tous les jours, à vrai dire. On n'a pas forcément de routine. Après la revue de presse, on fait en fait des petites animations, notamment une animation qui était un quiz musical. Les jeunes ont apporté beaucoup à nos personnes âgées qui, à l'heure actuelle, sont confinées sur la structure. Ils leur apportent un regard extérieur. Ils partagent avec eux leurs différences culturelles, générationnelles. Est-ce que ça vous dit que je vous mette un petit bracelet? Oui. Ça symbolisera le moment qu'on a passé ensemble. C'est beau, hein? Oui. Merci. Je suis contente de voir les jeunes. Ils sont tous charmants. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Je les aime tous. Moi qui est un vieux comme ça, là, on voit que des petits jeunes qui viennent, qui s'occupent. Je leur dis bravo. Voilà la petite vidéo de présentation qui, j'espère, vous a donné un peu de concret dans le projet. Je vais rebasculer du coup sur le PowerPoint. Vous l'avez vu à travers la vidéo, il y a un impact fort de l'accueil de jeunes en service civique sur différentes personnes, avant tout sur les seniors. On a refait une mesure d'impact là en juillet dernier. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que 97% des seniors sont prêts à renouveler, sont satisfaits de ce qui s'est passé avec les jeunes, ils se sont sentis en confiance et surtout, ils se sont sentis moins seuls et plus en forme pour une très grande majorité. Ce que nous disent les jeunes, c'est qu'eux-mêmes se sont sentis plus à l'aise pour accompagner des personnes âgées et qu'ils ont acquis de nouvelles compétences, qu'ils comprennent mieux aussi les métiers du grand âge et que 1 sur 5 a envie de continuer dans le médico-social suite à leur service civique. Ce que nous disent les tuteurs, donc qui sont les salariés des structures d'accueil qui accompagnent les jeunes, à une très grande majorité également, c'est que la présence des volontaires a permis d'améliorer l'accompagnement qui est proposé par l'ensemble de la structure aux seniors et que ça a apporté aussi une nouvelle dynamique au sein même de la structure. Donc tous ces impacts qui sont majoritairement très positifs soulignent la nécessité de se mettre en ordre de marche pour qu'un maximum de structures, de seniors et de jeunes puissent profiter du dispositif service civique Solidarité Senior. C'est vraiment du coup l'ambition de la mobilisation et pour ce faire, on est convaincu que ce serait une réussite collective et qu'il faut qu'on le déploie tous ensemble. J'ai cité Malakoff Humanis, les ministères concernés, mais on est aussi en travail étroit avec tous les grands réseaux du secteur de la jeunesse et du grand âge pour faire en sorte que ces réseaux se parlent davantage. Et donc, la Croix-Rouge, Petit Frères des Pauvres, l'UNIOPS, la FEAP, des structures que vous connaissez aussi, j'imagine, font partie de cette mobilisation et co-construisent avec nous son contenu, son déploiement pour que ça bénéficie à tout à chacun. L'ambition, comme je vous le dis, c'est passé à 10 000 jeunes en service civique dans tout le secteur. Il y a un potentiel qui est très fort puisqu'on estime à environ 10% aujourd'hui les structures du grand âge qui sont éligibles à l'accueil de jeunes. Donc 90% pour l'instant n'accueillent pas de jeunes. Donc on a une marge de déploiement assez forte. Et l'objectif aussi, c'est que ce déploiement quantitatif ne se passe pas au détriment de la qualité.
Et donc, pour ça, on va le voir après, il y a tout un parcours de formation qui est prévu et pris en charge par SC2S à destination des tuteurs et des jeunes. Avant de laisser la parole à Cécile, pour atteindre 10 000 jeunes, je l'ai dit, il faut qu'on travaille de concert avec tout le monde. Et pour accueillir des jeunes, je ne l'ai pas précisé, mais il faut un agrément de service civique. C'est un agrément qui est dispensé par l'État. Donc, soit les structures comme les vôtres ont un agrément ou ont un agrément accessible de par des réseaux auxquels elles adhèrent, notamment la FEAP, qui met à disposition son propre agrément de service civique. Si vous n'avez pas accès à un agrément de service civique, nous, on met volontiers le nôtre à disposition. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation. Est-ce que Cécile, tu veux prendre le relais sur concrètement en quoi on peut vous accompagner dans la mise en œuvre du projet? Oui, merci. Donc, pour vous présenter donc, en quelques mots concrètement comment vous pouvez intégrer cette mobilisation et accueillir des jeunes en service civique. Donc, nous proposons, comme on vous le présentait, à la fois une animation nationale et également un ancrage des interlocuteurs au niveau local. Donc, vous verrez à la fin, en fait, on a donc des interlocuteurs dans chaque région de France qui seront vous accompagner dans votre projet d'accueil. Donc, on propose donc, dans ce projet d'accompagnement notamment un soutien à la définition des missions des jeunes que vous pourrez accueillir. Donc, on vous propose si besoin, donc, de vous aider à définir les missions et également, on peut vous aider dans la partie recrutement du binôme de volontaires. Donc, comme on l'indiquait, pour les structures qui ne disposent pas d'un agrément propre ou d'un agrément via un réseau auquel il appartiendrait, nous proposons donc un système d'intermédiation qui implique pour nous donc, le portage juridique et administratif du dispositif et donc de l'accueil de ces jeunes. Le gros point fort également du dispositif SC2S, c'est de proposer un socle de formation, échange de pratiques, à la fois pour les tuteurs, mais également pour les jeunes volontaires. Je vous le présenterai juste après. Et à l'issue, en tout cas sur la période plutôt finale des jeunes et de leur service civique, ils peuvent participer à un forum qui est organisé au niveau de chaque région pour ouvrir toutes les formations, les métiers, les engagements qu'ils peuvent poursuivre dans le domaine sanitaire et social et notamment auprès des personnes âgées. Enfin, donc, comme vous le présentez, Mathieu, il y a une indemnité donc, pour ces jeunes. Et en dehors donc, de l'indemnité de l'État, versée par l'État, il y a donc une prestation de subsistance qui est en charge de la structure d'accueil. Et SC2S vous propose une prise en charge partielle ou totale de cette prestation qui s'élève donc à 107,58 € par mois à ce jour. Donc, dans le cas où vous accueillez donc un binôme, voilà, la prise en charge peut être de moitié dans le cadre de nouvelles missions, si vous accueillez des jeunes pour la première fois ou si vous développez le nombre de jeunes accueillis. Il peut y avoir également une prise en charge à 100% pour les jeunes qui sont éloignés voilà, de toute forme d'emploi et d'insertion, en fait. Donc, notamment des jeunes en situation de handicap, des jeunes qui sont en zone rurale ou en politique de la ville, également des jeunes sans diplôme ou qualification. Donc, l'objectif étant de favoriser la diversification des profils. Voilà. Je veux bien que tu passes à la slide après, s'il te plaît. Donc, pour vous présenter donc, rapidement le socle qualité dont je vous parlais, donc là, on a une échelle de 8 mois qui est à peu près la durée moyenne d'un engagement en service civique. Donc, vous voyez en orange
les temps qui sont proposés pour les tuteurs. Avant l'accueil, idéalement des volontaires, une journée de préparation à l'accueil, donc avec la découverte du rôle de tuteur, et puis ensuite sur 2 demi-journées, des échanges, de temps d'échange de pratiques entre tuteurs autour de l'accompagnement des volontaires. Alors, pardon, j'ai fait une petite... c'est pas pour les tuteurs, hein, bien sûr, c'est pour... donc, vous m'entendez? J'ai eu un petit bug. Alors, donc, je continue. Donc, ensuite, sur la préparation des volontaires, donc sur les formations et les échanges de pratiques proposés aux volontaires, vous avez donc une série de formations au départ, donc au commencement de la mission, autour de l'accompagnement des personnes âgées, de l'isolement, des solutions proposées pour accompagner le bien vieillir. Et ensuite, donc plusieurs temps autour de l'accompagnement au projet d'avenir, vous voyez à pas, hein, en gris, donc autour des métiers, des formations existantes dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées, et également des temps autour de la connaissance de soi, de comment valoriser ses compétences, son expérience, comment poursuivre son engagement. Voilà, en bleu, il s'agit des formations qui sont de l'ordre du cadre légal, hein, du service civique, donc la formation civique et citoyenne et la formation au premier secours. En fin de période, vous voyez donc le forum régional Solidarité Senior dont je vous parlais tout à l'heure à destination des jeunes. Voilà, et donc pour finir, donc, comme je vous l'indiquais, nous avons donc des coordinateurs dans chaque région de France et à La Réunion également, qui sont accompagnés sur le terrain par plusieurs chargés de développement qui sont donc en contact avec vous et avec les jeunes. Donc, voilà. Cécile, on arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas, Annabelle, du coup, si on prend les questions maintenant ou si on laisse place plutôt au témoignage avant de continuer. Peut-être qu'on peut laisser Gwendoline nous présenter le dispositif parce que ça peut répondre déjà à certaines questions et puis ensuite on répondra aux questions, on commencera par celles qui nous ont été posées par écrit puis on prendra après toutes les questions orales qui viendront. Gwendoline, c'est à vous. Bonjour, merci. Du coup, merci à la FNADEPA effectivement pour votre confiance. L'idée, c'est ce qu'on m'a demandé, c'était de partager mon expérience et après surtout de répondre aux questions sur la réalité de terrain et comment ça se passe. Au niveau du son, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, juste pour vous présenter qui je suis, donc Gwendoline Coulessi-Freddy, je suis directrice de résidence autonomie dans le Var. Donc, ça fait 8 ans que je suis directrice de résidence autonomie. J'ai occupé un poste donc, sur la commune de Hyères, où j'ai accueilli 3 missions de volontaires en service civique en intermédiation, donc à l'époque avec Unicité, qui est maintenant, enfin qui a transféré maintenant à SC2S. Et là, depuis le 1er janvier de cette année, je suis donc directrice d'une résidence autonomie de 50 places, Roger Mistral à la Farled, fonction publique territoriale, 100% habilitation, aide sociale. Et on vient depuis 15 jours de commencer une mission avec 2 volontaires en intermédiation avec SC2S. Et je suis également, voilà, pour comprendre, formateur sur le socle qualité des volontaires sur le bassin toulonnais. Donc, pour répondre un petit peu aux questions, comment on en est arrivé à saisir une mission de volontaire en service civique? Donc, c'est vrai que nous, en résidence autonomie, on s'est posé la question, donc même s'ils vivent en établissement, même s'il y a une dimension collective, sur Hyères, j'étais sur un établissement de 113 résidents, donc où j'avais voilà, une problématique de sentiment de solitude sur la résidence, où effectivement, nous, pris par le quotidien, c'était extrêmement compliqué de répondre aux besoins des résidents sur cet aspect-là, de pouvoir accorder une heure d'écoute, une heure d'échange individuel. Donc, c'était sur ce côté-là où, au départ, on était parti sur la demande de volontaires en service civique.
Il faut savoir que la participation, on peut la faire reconnaître dans le forfait autonomie des résidences autonomie. Donc, du coup, effectivement, pour nous, ça avait un coût zéro, puisque, effectivement, c'est financé par le forfait autonomie qui nous est donné dans le cadre du CEPOM, en tout cas pour le département du Var. Donc, l'idée de la mission, elle était très large. Elle était de créer du lien social, et elle est toujours d'ailleurs sur la mission que j'accueille maintenant, de créer du lien social avec les résidents et d'instaurer un lien intergénérationnel parce que, alors moi je vous parle à l'époque avant Covid, j'avais fait aussi intervenir des lycées dans mon établissement et j'avais pu mesurer l'impact de l'échange entre lycéens ou de cette jeunesse avec nos résidents sur tout ce qui était aussi discussion autour de la tolérance, autour du bien vivre ensemble, autour des représentations entre les deux générations qu'on oppose encore malheureusement et que du coup la crise sanitaire est venue aussi continuer à opposer. Voilà, donc l'idée c'était effectivement, alors je ne vous le cache pas, de soutenir mes équipes aussi parce que c'est chouette d'avoir 2 jeunes volontaires où on est sur une mission assez large. Alors attention, il faut vraiment... Et je le dis, il ne remplace pas un salarié ou un équivalent temps plein, mais ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, cette polyvalence autour du projet individuel du résident. C'est un nouveau résident qui a besoin de visiter le quartier. On peut solliciter, voilà, là, aujourd'hui, alors pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais hier, Anthony, qui est en mission chez nous, a fait le tour du quartier pour faire connaître effectivement le quartier à la nouvelle résidente qui n'était pas issue de la commune. Ça, c'est un temps que malheureusement, avec nos équipes, on ne peut pas faire en individuel. Et ils sont aussi très actifs sur le collectif, sur le moment du café, sur le moment des jeux de société. Ils nous permettent aussi de faire participer l'ensemble des résidents aux animations qu'on propose parce que, par exemple, on va prendre le loto, on a beau avoir des gros cartons, mais on va avoir une résidente qui va avoir des difficultés de vision, et ça permet de dédier un jeune à l'accompagnement de Madame X pour qu'elle puisse participer au loto, alors que ça faisait plus d'1 an qu'elle n'y participait pas, non pas parce qu'elle n'aimait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas être un poids ou une charge pour l'équipe qui faisait 5 ou 6 résidents en même temps, et elle ne voulait pas que son handicap ou ses difficultés soient stigmatisées. Donc, on en est arrivé, alors j'ai un petit peu tout mélangé, pardon, je ne peux pas en expérience comme ça, mais on en est arrivé effectivement à se dire, on a besoin de jeunes sur la structure pour toutes ces raisons-là. Effectivement, il s'offre entre guillemets 2 possibilités à la structure, c'est-à-dire soit faire les démarches pour recrutement. Alors, je vais parler pour la fonction publique territoriale, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut le faire passer en conseil d'administration. Il faut le temps administratif aussi pour ça. Il faut toute cette gestion administrative. Soit, effectivement, on avait la possibilité de passer en intermédiation. Donc, pour moi, la richesse de passer en intermédiation, c'est-à-dire qu'on bénéficie de l'agrément de SC2S, et de toute la structuration et de toute leur technicité et spécialité sur l'accompagnement des volontaires en service civique. C'est-à-dire, en tout cas, je vais parler pour ma région, parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais moi, donc, je remplis une fiche navette en disant que je veux une mission de volontaire en service civique. On détermine ensemble les axes de la mission. On détermine ensemble aussi la durée de la mission. Et après, c'est eux qui se chargent de l'annonce. C'est eux qui se chargent de la présélection des jeunes. Donc, par exemple, s'il y a une quinzaine de jeunes, si c'était à moi de pouvoir faire cette présélection, c'est compliqué. Donc là, ils nous font une présélection qu'ils nous proposent et après, on les rencontre ensemble sur place parce que le dernier mot, c'est important de le dire, reste quand même à la structure du choix du jeune. Effectivement, il y a une commande politique d'être sur des jeunes qui sont issus du canton. Donc, ils diffusent, ils font la présélection, ils nous organisent les entretiens. Donc, nous, on y participe. Après, ils nous orientent sur nos choix par rapport aux jeunes. Donc, moi, sur les 4 missions que j'ai accueillies, effectivement, j'ai pu accueillir aussi 2 jeunes en situation de handicap qui représentent également une richesse aussi bien pour l'équipe que pour les résidents.
Derrière, effectivement, c'est eux qui passent le contrat avec le jeune. Nous, on est sur une mise à disposition. J'aime pas trop le terme, mais je crois que c'est celui-là. Hein, une convention de mise à disposition du jeune sur la structure. Là, je vais prendre l'exemple sur le début de mission d'une des jeunes qu'on a accueillies depuis 15 jours, où effectivement, il a fallu aussi recadrer un petit peu très vite le contexte de la mission. Eh bien, c'est un soutien, parce qu'effectivement, nous, on a pu recadrer avec la jeune. On fait un petit mail à notre référent sur le territoire, et du coup, Alice l'a rappelé, il a pu discuter aussi avec un regard extérieur des difficultés rencontrées sur la première semaine par rapport à cette jeune. Sauf erreur de ma part, si on passe par SC2S, c'est l'idée d'un binôme, mais je trouve ça très riche parce que leur intégration dans l'équipe, elle demande à la direction d'être très claire sur la mission de volontaire en service civique, mais moi, je peux l'être maintenant aujourd'hui au bout de 4 expériences. Mais au départ, l'équipe peuvent les considérer comme des stagiaires, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont leur demander, comment on leur demande, le champ, un petit peu leur champ d'intervention. Parce que le lien intergénérationnel et rompre l'isolement social, c'est aussi très large. Voilà. Et du coup, ils recadrent. Et ce qui est aussi très riche par cette solution d'intermédiation, c'est que c'est eux qui se chargent d'organiser tout ce qui est formation obligatoire. Donc, ce n'est pas une charge pour la structure de leur faire passer le PSC1 et les formations civiques qui sont demandées. Et le plus de ST2S maintenant, c'est que du coup, nos jeunes volontaires vont recevoir une formation spécifique dédiée à la mission auprès des personnes âgées. Voilà, un petit peu ce que je pouvais dire. Donc, en fait, peut-être après, plus dans le concret, là, la mission qu'on a, donc vous avez compris, ils sont très larges. Alors, moi, j'ai exercé le tutorat des 3 premières missions. Après, il ne faut pas le cacher quand même, un temps de travail. Voilà, il y a un temps d'accompagnement des jeunes, puisque les jeunes, on les recrute pas sur un CV, hein, à contrario de nos équipes salariées. On les recrute sur leur volonté et sur leur motivation. Donc, du coup, effectivement, là, sur cette nouvelle mission, c'est une mission que j'ai déléguée à mon animateur. Par contre, on sensibilise toute l'équipe parce que quand on parle de rompre le lien social, ça peut être aussi de porter un plateau en studio parce que la personne, elle souffre, je vais prendre le profil un petit peu d'une dame qui souffre de dépression et qui, pour elle, descendre en salle collective, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, de faire nous, on va lui porter le plateau. Là, ça va permettre qu'Anthony lui porte le plateau et puisse partager un temps de repas, par exemple, avec elle pour rompre cet isolement. Et puis peut-être la prochaine fois aussi lui proposer de descendre en salle et de déjeuner avec elle en salle pour qu'elle se sente moins seule et pour que l'intégration dans le groupe se passe, pour qu'après, effectivement, elle puisse prendre ce rythme-là. Donc, le fait qu'ils interviennent en binôme, nous, ça nous donne une amplitude sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi, et de 9h à 19h sur la structure, parce qu'on ne leur fait pas faire les mêmes horaires. Alors, ils ont le temps de 13h, 16h qui est partagé, mais du coup, après, on fait un jeune le matin, un jeune l'après-midi. Voilà. Après, moi, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les résidents, c'est clair, et même l'équipe, ça apporte un souffle nouveau, ça apporte un certain dynamisme et un certain regard extérieur aussi qui fait du bien. Moi, j'ai 2 jeunes sur mon ancien établissement, même si la mission s'est terminée, qui ont continué à avoir des liens, à venir faire coucou en fait aux résidents. Donc, au-delà de ça, ils se rendent compte qu'ils comptent aussi pour la jeune génération. On a aussi travaillé l'impact de faire connaître nos métiers et de changer l'image de nos structures. Et j'ai oublié de le dire, mais pour moi, ça avait aussi la faculté de faire reconnaître les résidences autonomie dans le paysage médico-social, puisque aujourd'hui, je vais prêcher pour ma paroisse, mais elles ne sont pas, à mon sens, suffisamment reconnues par rapport aux missions qui nous incombent.
Voilà, après, je voulais juste échanger avec vous sur ma casquette formateur sur le socle qualité, donc SC2S. Donc, j'ai pu accompagner un groupe. C'est là où on voit, on nous a demandé de créer des modules sur de quoi on parle quand on parle de personnes âgées, de quoi on parle quand on parle de structures médico-sociales. Donc, nous, c'est vrai qu'on a fait le choix. Donc, moi, je suis cadre social et j'anime la formation avec un directeur de SIAD qui est de formation sanitaire, où on est allé vraiment dans des formations très concrètes, c'est-à-dire que comment on utilise un fauteuil roulant, comment on utilise un déambulateur, comment on prend le bras d'une personne, comment on s'adresse à une personne, comment on rentre dans un logement. Et c'est vrai qu'on on est sur des formations vraiment liées sur leur pratique de volontaires sur leur terrain. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des jeunes de différents horizons. Vraiment, on peut avoir des jeunes en parcours de décrochage scolaire. Enfin, j'aime bien prendre cet exemple parce que j'avais un jeune dans la formation qui a été génial, mais qui a traversé la Méditerranée. On avait des jeunes qui étaient en maîtrise. Donc, on a un profil vraiment très, très large de jeunes. Donc, sur la diversité, sur la tolérance, ça nous pousse aussi à avoir cette réflexion avec notre public âgé. Et c'est vrai que sur ce parcours de formation, j'ai aussi fait venir ces jeunes sur ma structure où ils ont partagé une journée d'échange avec les résidents sur les représentations liées à la vieillesse et liées au grand âge. Et je vous assure que nous, on a beau essayer de travailler le bien vivre ensemble en tant que directeur, quand ça vient d'un jeune qui met en avant ses difficultés d'intégration dans la société et les personnes âgées qui parlent de leur reconnaissance dans la société, on a des moments, je ne peux pas vous les décrire parce qu'il faut les vivre en fait, qui sont formidables et qui, après ce contexte sanitaire, permettent de montrer que la solidarité continue, qu'elle existe et qu'au contraire, elle a la place dans nos établissements. Voilà, je pense que l'idée, c'est plus d'après de répondre aux questions. Et je vous remercie pour cette attention, en tout cas. Merci beaucoup, Gwendoline. C'était très complet et très vivant. Peut-être que je vous propose, je ne sais pas qui parmi Mathieu, Cécile ou même Gwendoline peut répondre aux questions. Je vous laisse répondre peut-être spontanément. On va prendre les premières qui étaient déjà arrivées par écrit. Une personne qui nous demande s'il est possible de réaliser le service civique sur une journée par semaine, par exemple un mercredi. Le cadre légal qui est posé par l'État, c'est minimum 24 heures semaine. Donc, a priori, on ne peut pas accueillir des jeunes juste sur un mercredi. Après, ce qui est faisable, si vous avez envie ou besoin d'accueillir des jeunes que sur une demi-journée, on travaille de manière très rapprochée avec Unicité, dont c'est le cœur d'activité de mobiliser des jeunes sur un territoire qui peut mettre à dispo des équipes des jeunes, parfois, pour un EHPAD ou une résidence sur une demi-journée. Néanmoins, on essaie quand même de pousser, parce que ça fait sens, et je pense que Gwendoline l'a bien verbalisé, que les structures accueillent des jeunes minimum 24 heures semaine pour qu'ils puissent aussi beaucoup mieux appréhender la structure, trouver leur place et faire des choses qui ont beaucoup plus d'impact in fine. Une autre question d'un établissement privé commercial. Ça fait un moment qu'on essaye effectivement à la FNADEPA d'ouvrir le dispositif du service civique à tous les EHPAD et pas seulement au public et aux associatifs. Est-ce qu'il est possible ou est-ce que ça va bientôt être intégré est-ce que ça va bientôt être permis d'intégrer les établissements privés commerciaux dans l'accueil de jeunes en service civique? Je pense que personne ne remettra en question le fait que les personnes âgées, y compris dans le privé, peuvent être isolées. C'est une évidence. Là, on se heurte, entre guillemets, à un cadre légal qui est celui posé par l'État. Donc, on a déjà fait remonter ces questions. Jusque-là, il n'y a pas de changement en court terme, en tout cas, qui est envisagé par l'État. Néanmoins, on l'a bien en tête et on essaye aussi de co-construire avec eux des cadres qui permettraient l'extension de l'accueil de volontaires en service civique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement. Sachant qu'en plus, il y a une volonté nationale de déployer largement le service civique et qu'effectivement, les établissements privés commerciaux permettraient aussi de contribuer à cet effort et à cette volonté de l'État. Mais bon, on essaie en tout cas de part et d'autre de faire bouger les lignes pour l'instant sans succès. Pour les coordonnées par région, bien sûr, on vous fera passer, on a eu une demande tout à l'heure, on vous fera passer le PowerPoint à l'issue du webinaire ainsi que les coordonnées par région. Ça vous permettra de contacter les référents locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si tel est le cas, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à prendre la parole.
Alors, Annabelle, juste si je peux me permettre, j'avais un commentaire supplémentaire à donner parce que peut-être, après, voilà. Alors, je ne suis pas payée par ST2S, je rassure, pour ne pas faire la promotion. Mais je voulais juste aussi aborder parce que pour le coup, voilà, quand je vous ai dit, ça demande quand même un temps de tutorat. Donc, moi, je voulais quand même que mes collègues soient informés voilà, d'un temps d'accueil que ça demande. Et c'est d'où là où j'ai trouvé la richesse de passer en intermédiation parce qu'effectivement, si on est en difficulté avec un jeune, tout de suite, on va avoir l'intervenant local qui va pouvoir reprendre ça au niveau, on va dire, extérieur. Même voilà, sur mon précédent établissement, j'ai dû aller sur la fin d'une mission parce qu'après, on est lié quand même par contrat avec le jeune et que s'il ne respecte pas ses engagements, parce qu'on peut être aussi confronté à ce côté-là, effectivement, toute cette partie, bon, à l'époque, c'était Unicité, mais C2S fera la même chose. Elle avait été, nous, on avait été accompagnés, on n'avait pas été seuls. Voilà, comme là, je reprendrai l'expérience de la jeune que j'ai en ce moment où, voilà, dès les 2 premiers jours, il a fallu reprendre des choses. C'était là d'où, je pense, l'intermédiation sur le volontariat en service civique, parce que très réellement, je pense que des collègues qui ont le temps de prendre du travail supplémentaire, je pense que ça n'existe pas, ou sinon, je veux bien prendre leur poste. Mais du coup, ça permet d'avoir cet outil, cette stratégie où la gestion, nous, on est vraiment dans le quotidien et dans la qualité avec le jeune. Et après, tout ce qui est le volet administratif, cadrage, tout ça, ça n'empêche pas qu'il faut reprendre le jeune s'il arrive en retard. Mais du coup, c'est repris aussi par une identité et que s'il y a besoin de mettre fin à la mission, C2S nous accompagne là-dedans et nous accompagne aussi tout de suite à recruter un nouveau jeune pour qu'il n'y ait pas d'interruption et de prendre aussi les écueils de pourquoi cette mission-là n'a pas fonctionné. Je vais prendre l'exemple d'une jeune. Bon, la mission n'avait pas fonctionné parce qu'effectivement, elle n'avait pas, je pense, réellement compris le cadre d'une mission en volontaire en service civique. Elle trouvait qu'il y avait 500 €, elle avait 18 ans, je le prends, mais dès les 2 premiers jours, je pose un jour de congé. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais effectivement, ce n'était pas qu'une gestion, nous, interne, où l'intermédiation permet ça, parce que je pense que, alors pour le coup, je ne l'ai pas testé, mais que si on portait un agrément tout seul, ça représenterait une charge de travail supplémentaire qui peut être conséquente si on peut tous se tromper à un moment donné dans le choix du jeune qu'on va recruter. Voilà, c'était un petit commentaire en plus que je voulais faire. Merci Gwendoline, c'était très éclairant. 2 questions nous sont parvenues. On a souvent parlé de binôme pendant ce webinaire. Est-ce qu'il est obligatoire d'accueillir 2 services civiques ensemble? Il me semble que non, Mathieu. Dans le cadre légal, la loi n'impose pas d'accueillir un binôme de jeunes. Ça, c'est un choix qui a été fait par SC2S dans le cadre d'une intermédiation. On le fait avec au moins 2 jeunes accueillis par la structure. Plusieurs raisons à cela, et ça a été cité par Gwendoline notamment. L'expérience de service civique, c'est aussi une expérience de rencontre humaine pour les jeunes, et c'est aussi pour eux la rencontre avec un autre volontaire en service civique qui a potentiellement un parcours qui est différent d'une autre, quoi. Et donc, c'est une rencontre humaine, et pour la structure même, avoir un binôme de jeunes qui s'entraident, qui se challengent de par leurs idées qui peuvent être complémentaires, c'est aussi une richesse pour la structure. Et pour le coup, ça peut être aussi un temps gagné pour le tuteur, puisque les volontaires vont beaucoup se soutenir et finalement aller plus loin à 2. Donc, c'est pour ces raisons-là que, dans le cadre de l'intermédiation, on a souhaité rendre le binômat obligatoire dans les structures. Cette intermédiation n'a pas de coût pour la structure, hormis la prestation de subsistance qui a été citée, donc les 107 € par mois, qui peut néanmoins être prise en charge tout ou partie par SC2S en fonction des profils de jeunes recrutés, ou si on est sur des nouvelles missions portées par la structure. Au-delà de ça, tout ce qu'on a présenté en termes d'accompagnement est complètement pris en charge par SC2S et du coup est gratuit, entre guillemets, pour la structure. Oui, pour confirmer, effectivement, moi aujourd'hui, ça me coûte 107,58 € par jeune et par mois. Et pour les résidences autonomie, en tout cas, c'est quelque chose que je justifie au niveau du département dans le cadre du forfait autonomie. Après, sur l'approche du binôme, effectivement, ça peut
Enfin, là, je pense d'expérience pour accueillir. Alors, on est quand même pas pareil avec des stagiaires, mais du coup, ça demande un tutorat qui est moins important parce qu'effectivement, les jeunes se régulent entre eux, ils sont assez autonomes parce que déjà, ils partagent les idées entre eux avant de nous les faire remonter. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une plus large amplitude, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils peuvent être deux, mais ne pas fonctionner tout le temps en permanence en même temps. Et aussi, nous, de ne pas avoir de coupure parce qu'on leur demande, ils ont 2 jours de congé par mois à poser dans le cadre de leur mission et on leur demande de ne pas les poser en même temps. Et par exemple, là, sur le binôme que j'ai actuellement, j'ai une fille et un garçon. Donc, forcément, en fonction des besoins des résidents, c'est aussi très complémentaire. Et puis, pour pas qu'ils se fassent dépasser aussi, parce que tout de suite, voilà, je vais vous accompagner dans le quartier, je vais aider au locaux, je vais porter le plateau. Du coup, le jeune, il peut être aussi vite sollicité par rapport à la demande des résidents. Et je pense que vous êtes tous concernés par cette problématique, que ce qu'on accorde à l'un, on est capable de l'accorder à tous les autres. Et par contre, le jeune, on ne le découpe pas. Donc, du coup, d'avoir 2 volontaires, je trouve que pour le coup, sur l'expérience de 4 missions, c'est une richesse. Et certes, ça double le coût, mais effectivement, on est sur quelque chose de qualité qui nous coûte 108 € si j'arrondis par mois et par jeune. Et du coup, si oui, allez-y, vous entrez. Est-ce que du coup, celui qui sera de soir finira plus tard et le matin viendra plus tôt comme vous? Non, je ne vais pas refaire parce que voilà, je pouvais faire une fois, mais je ne peux pas leur demander, sauf s'ils sont volontaires. Hein, mais excusez-moi, je ne sais pas si vous nous posez une question, Madame Lauvergeat. Pardon? Vous souhaitiez intervenir? Non, excusez-moi, je n'ai pas coupé mon son. Pardon. Aucun souci. On a une autre question qui nous parvient. Est-ce que le fait que la durée du contrat soit de 24 heures limite d'éventuelles candidatures de jeunes qui pourraient être en études? C'est pas incompatible d'être en service civique et en études. Tout dépend du coup des études qui sont faites par le jeune. Après, effectivement, le service civique, c'est un engagement. Et donc, effectivement, ça demande du temps. C'est 24 heures minimum par semaine. Un jeune qui est en études toute la journée de 9h à 17h ne pourra pas faire un service civique, effectivement. Après, c'est compatible s'ils sont en cours du soir, s'ils ont un rythme adapté au niveau de leurs études. Mais c'est vraiment un engagement qui est souhaité que les jeunes soient à minimum 24 heures semaine. Et pour répondre à la question précédente qui était est-ce que la formation est prise sur le temps de mission des jeunes? Oui, effectivement, c'est pris sur le temps de mission des jeunes, parce que ça fait partie intégrante de leur mission. Comme l'a précisé également Gwendoline, les jeunes sont en complémentarité des professionnels de la structure. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, leur absence ne gêne pas le fonctionnement de la structure. S'ils ne sont pas là, ça ne va pas arrêter la structure de fonctionner. C'est le principe même du service civique. Donc, effectivement, la formation est prise sur ce temps de mission. Bon, après, on parle de l'équivalent de 1 jour par mois. C'est à peu près ça, du coup, le socle qu'a présenté Cécile, le parcours, c'est équivalent à une journée par mois où les jeunes ne sont pas en mission. Une autre question, est-ce que le coût est le même, quelle que soit la durée de la mission, que ce soit 24 heures ou 35 heures? Absolument. Le coût est le même, vu qu'on n'est pas sur le code du travail, l'indemnité n'est pas proratisée au nombre d'heures de mission. C'est un engagement et l'indemnité est la même pour tous les jeunes. Alors pour l'instant, on n'a pas eu d'autres questions. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole? Il nous reste encore 5 minutes pour répondre aux questions. L'impression que les différentes interventions étaient très claires. Je crois que Madame Buisson essaye de parler, mais je crois que son micro ne fonctionne pas. Ah, oui. Peut-être éventuellement si... Ah, là, je crois que c'est bon. Essayez. Non, on ne vous entend pas. Essayez peut-être de la poser par écrit. On va tenter d'y répondre.
Je vois qu'il y a une autre question pour l'envoi du PowerPoint. Le plus simple, je pense, c'est qu'on va l'envoyer à l'ensemble des adhérents. Comme ça, pour ceux qui n'auront pas eu la possibilité de se connecter, ils auront le PowerPoint. Et puis, on a pu enregistrer aussi cette séquence. Donc, si vous avez des collègues ou si vous avez besoin de revoir ce moment-là, on pourra mettre à disposition, bien entendu, la vidéo. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Donc, Thérèse Bendo, je suis directrice d'un EHPAD, de résidence Les Hermines à la Nester, dans le Morbihan. On dépend d'une association nationale. Simplement, localement, on a énormément de mal à recruter, de trouver des jeunes en service civique. Ça fait 2 ans, enfin, depuis le début de la pandémie, en fait, on n'arrive pas à en recruter. Mais je voulais savoir, dans la mesure où nous, on a notre propre agrément au niveau de l'association, quels sont les appuis qu'on pourrait avoir avec SC2S? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu la question, pardon. C'est pour avoir votre propre agrément, c'est ça? Nous, on a déjà notre propre agrément au niveau de l'association. Et du coup, quels sont les appuis qu'on peut avoir avec SC2S, éventuellement pour une aide au recrutement ou plus? Quand vous avez votre propre agrément, vous pouvez complètement faire partie de la mobilisation SC2S, c'est-à-dire qu'on peut vous fournir des outils type des fiches mission type pour les jeunes, on peut vous fournir un guide de recrutement ou des bonnes pratiques pour diffuser les annonces dans les bons réseaux. Nos interlocuteurs locaux peuvent éventuellement, s'ils le peuvent aussi, vous diffuser vos offres de recrutement sur nos propres réseaux pour vous alimenter en candidature. Et l'ensemble du parcours qui a été présenté est complètement accessible pour les volontaires qui sont portés par d'autres agréments que le nôtre. Donc, en fait, l'accompagnement est quasiment le même, sauf qu'on ne portera pas juridiquement le jeune, ce sera du coup porté par vous. Et en fonction des profils et qu'il y ait bien de jeunes, on pourra toujours prendre en charge les prestations de subsistance. Donc, il n'y a pas d'énormes différences. Vous l'avez compris, on sera moins au quotidien à vos côtés pour accompagner les jeunes parce qu'on n'est pas porteur du contrat. Mais il y a quand même des choses qui sont prévues. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Madame Buisson a posé sa question du coup sur la conversation. On travaille effectivement avec les missions locales pour identifier des jeunes qui sont en recherche de missions de service civique. Le travail, les missions le week-end et les jours fériés sont possibles. Après, il y a des systèmes de récupération qui sont mis en place, mais ça reste possible. Il y a effectivement une signature de convention avec SC2S. Ça a été cité. Nous, on porte juridiquement le jeune. On contractualise avec le jeune son contrat de service civique et après, on contractualise, conventionne avec vous pour mettre à disposition du coup, ces jeunes qui sont sur contrat SC2S et mis à disposition dans votre structure. Donc là, on signe une convention de mise à disposition qui officialise tout ça et cadre l'ensemble. Peut-être juste pour compter, Mathieu, dans la fonction publique territoriale, effectivement, nous, on a fait passer une délibération avec la signature de la convention avec SC2S. On peut aller jusqu'à 3 ans, si je ne me trompe pas. Enfin, nous, on l'a fait pour 3 ans, comme ça, on est tranquille. Et sur la délibération, effectivement, on a marqué que le président pouvait signer tous les actes liés à ce partenariat, ce qui permet après de ne pas passer systématiquement en délibération les documents. On a une délibération qui court sur 3 ans, durée de la convention, mais elle est possible sur 1 an. Et même si on signe la convention, parce que moi je l'avais signée en juin, ça ne nous engage pas à prendre un volontaire. C'est qu'après, quand on a choisi le volontaire, qu'on signe le document de mise à disposition du jeune. Et comme on a délibéré sur la signature du président, à ce moment-là, il n'y a plus de problème administratif. Merci Gwendoline. Est-ce qu'il reste quelques questions? On peut encore en prendre 1 ou 2 sans problème. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Écoutez, n'hésitez pas à m'interrompre sinon, mais il me reste à vous remercier. Merci d'avoir été nombreux. Nous étions une 50aine connectés pour ce webinaire. Ça témoigne bien de la demande et de l'intérêt des adhérents. Ah, il y a une dernière question qui nous parvient. Serait-ce possible de nous faire parvenir le modèle de délibération?
J'y vois pas d'objection. Le temps d'enlever le nom de mon président. Voilà, merci pour le terme. D'enlever le nom de mon président et après c'est quelque chose que qui est assez simple. Hein. On reprend les éléments de la convention et puis éventuellement, si Mathieu peut transmettre, peut-être moi je vais transmettre l'exemple de la convention et si vous pouvez, de la délibération et si vous pouvez transmettre l'exemple de la convention. Il y a 3 documents. Il y a la convention avec l'établissement, il y a la convention de mise à disposition du jeune et après il y a le contrat, mais qui lie SC2S et le jeune. D'accord. Écoutez, on attend tous ces documents, on centralise tout et on vous envoie tous les éléments ainsi qu'à tous les adhérents. Ça pourra effectivement aider. Merci beaucoup à tous. Merci à Mathieu, merci à Cécile, merci à Gwendoline, merci à tous les participants pour ce webinaire. On reste à votre disposition si vous avez des questions, bien entendu. Bon courage à tous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.